économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue à cette édition dont voici les titres. Le nord-est du Nigeria a été la cible d'un attentat suicide ce samedi. Bilan au moins 12 morts et près de 18 blessés. Le kamikaze était une jeune fille d'une dizaine d'années. Nouvelle menace de grève dans l'administration publique et parapublique au Gabon. Les syndicats dénoncent l'échec des négociations avec le patronat et le gouvernement. Et l'Assemblée générale ordinaire annuelle de la Fédération malienne de football s'est tenue sous haute tension. Des incidents au cours des travaux ont eu pour conséquence la scission de cette Assemblée générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Nigeria où un attentat suicide ce samedi dans un marché de Maiduguri dans le nord-est du pays a fait au moins 19 morts et près de 18 blessés. Le kamikaze, une jeune fille d'une dizaine d'années qui portait une bombe fixée sur elle, a aussi été tuée dans l'explosion. Il n'y a pour le moment aucune revendication, mais les soupçons se portent sur Boko Haram. Kolsia Gartsou nous en dit plus. Selon des témoins, la fillette de 10 ans est arrivée au marché de Maiduguri et c'est lorsque les policiers qui la suspectaient ont voulu la fouiller que l'explosion s'est produite. Le bilan est lourd, 19 morts, 18 blessés, un bilan qui reste encore provisoire. La ville de Maiduguri a déjà été à plusieurs reprises la cible des attentats terroristes menés par le groupe Boko Haram. Un peu plus tard, à une centaine de kilomètres de Maiduguri, dans la ville de Potishkom dans le nord-ouest du pays, au moins un policier a été tué par l'explosion d'une voiture piégée devant un commissariat. Des violences qui se multiplient au Nigeria et les villes qui commencent à tomber une à une aux mains de Boko Haram, à l'approche de la présidentielle de février, semble être un coup dur pour le président Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession, mais déjà affaibli par l'enlèvement de 200 lycéennes à Chibok, jusque-là introuvable. Terrorisme toujours, mais cette fois-ci hors du continent africain. Les attaques terroristes de ces 3 derniers jours en France ont fait 17 victimes, dont des journalistes, des policiers et des citoyens anonymes. Un bilan très lourd. Retour donc sur ces événements dans ce reportage. Damartin en Goël hier vers 17h. C'est l'assaut du GIGN, filmé par la gendarmerie. Dispositif massif et opération réussie, l'otage est indemne. Les preneurs d'otages sont tués, malgré un arsenal stupéfiant. Un lance-roquette M82 avec une roquette engagée, j'insiste, une roquette engagée, 10 grenades fumigènes et 2 fusils mitrailleurs Kalachnikov et 2 pistolets automatiques étaient découverts. Les démineurs ont même trouvé sur le corps de l'un des 2 terroristes une grenade. Un homme a assisté à toute cette prise d'otage. Il était caché dans l'imprimerie. Son père réagit aujourd'hui. La famille est encore sous le choc. Nous allons bien. On vous rassure, on remercie tous les services de police qui ont fait leur nécessaire, toutes les personnes qui ont pu aider. C'est tout ce que nous pouvons dire. Est-ce que votre fils va bien? Ça va, tout le monde va bien. Merci et surtout, laissez-nous nous reposer et reprendre nos esprits, s'il vous plaît. Les frères Kouachi sont morts, comme Amédi Koulibaly à Vincennes. Mais lui a fait des victimes. 4 personnes sont décédées, 4 grièvement blessées. À l'intérieur de l'épicerie juive, un homme a protégé les otages, les faisant entrer dans la chambre froide. Les gens qui sont avec moi, avec un bébé de 2 mois, comme ça, 2 ans plutôt. J'ai fermé la porte. J'ai dit, vous restez calme là, moi je vais sortir. Je suis sorti en courant. J'ai vu les policiers qui me disent, par terre, mettre sur la tête. Il a ensuite renseigné la police avant l'assaut violent, impressionnant pour des habitants qui tentent de revenir à la raison. Voilà, ce qui s'est passé, c'est tragique. Mais on va se relever, on va aller de l'avant. Et ces personnes-là ne nous détruiront pas. 17 morts, plus les 3 assaillants en 3 jours. Bilan lourd. Et les recherches ne sont pas terminées. Toutes les polices de France tentent de retrouver Ayad Boumedienne, 26 ans, la compagne d'Amédi Koulibaly.
Ils habitaient ensemble dans cet immeuble de la région parisienne. Des gens pas méchants, etc. Bonjour, au revoir, etc. Tenaient la porte, sans plus quoi. Après, je les ai croisés plein de fois, mais très gentils, jamais de problème. Suspectée d'être impliquée dans la fusillade de Montrouge jeudi, elle est bien sûr considérée comme dangereuse. Et par ailleurs, 5 personnes proches des frères Kouachi sont en garde à vue actuellement. Et cette autocritique du gouvernement français qui reconnaît qu'il y a eu des failles dans les renseignements en ce qui concerne le suivi de certaines personnes converties à l'islam radical. Eh bien, le Premier ministre Emmanuel Valls est intervenu sur ce sujet ce vendredi. Pendant 3 jours, ils ont semé la terreur. Amédi Koulibaly et les frères Kouachi ont-ils échappé à la vigilance des services de renseignement français ? Manuel Valls reconnaît qu'il y a pu avoir des failles. Ce soir, nous avons déjoué les attentats. Mais, oui, il y a évidemment face à ce risque toujours des possibilités d'avoir des failles, de ne pas pouvoir suivre telle ou telle équipe. Et c'est pour cela que nous devons en tirer les leçons, analyser de près ce qui s'est passé. Amédi Koulibaly a au moins été condamné à 7 reprises. C'est en prison qu'il rencontre Cherif Kouachi. Tous deux sont sous influence de Djamel Begal, figure du GIA, le groupe islamique armé. Cette proximité les conduira devant la justice pour avoir tenté de faire évader Smaïn Haït Ali Belkacem, l'un des poseurs de bombes dans les attentats de 1995 à Paris. Nous avons des conversations téléphoniques qui ont été interceptées. Et ces conversations révèlent que Koulibaly est allé 4 ou 5 fois dans le Cantal voir Begal et qu'il y est allé avec Kouachi. Cherif Kouachi et son frère étaient également fichés par les autorités américaines. Il leur était interdit de prendre un avion à destination des États-Unis. On sait aussi que Saïd, l'aîné des 2 frères, a séjourné au Yémen en 2011. Les frères Kouachi ont longtemps été suivis par les enquêteurs français, mais leur surveillance avait été levée l'été dernier, faute d'activités suspectes. Ces gens-là ont appris comment travailler. Il faut rappeler qu'un des frères Kouachi a été interpellé et donc savait parfaitement comment les gens travaillaient. La deuxième chose, c'est qu'ils sont formés à ça, à échapper, je dirais, à tous les moyens de surveillance. Aujourd'hui, leur lien avec Al-Qaïda au Yémen est avéré. L'organisation a d'ailleurs félicité l'action des terroristes sans pour autant revendiquer les attentats. Et ce samedi, près de 700 000 personnes ont défilé en France en hommage aux 17 victimes des attaques terroristes. Une marche républicaine inédite est également prévue ce dimanche à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a affirmé que plus de 5 500 policiers militaires vont être mobilisés pour assurer la sécurité de cette manifestation. Retour sur le continent africain, nous sommes au Gabon. Une nouvelle menace de grève dans l'administration publique et parapublique. Et c'est un appel des organisations syndicales du privé et du public réunies en assemblée générale ce matin à Libreville. Les syndicats présents à cette rencontre dénoncent l'échec des négociations avec le patronat et le gouvernement. Les détails avec Ismaël Obianze. Après quelques jours de négociations infructueuses avec le gouvernement, les partenaires sociaux ont décidé de ramener le débat à la base. Ce débat porte sur la réforme de l'assurance maladie obligatoire. Les organisations syndicales du secteur privé et parapublic réclament la suspension des prélèvements de la CNAMGS sur leur salaire, un motif pour lequel ils menacent de reprendre la rue s'ils ne sont pas entendus. Nous avons dit clairement que nous attendons que le gouvernement suspende les prélèvements sur de la part salariale des 2,5% prélevés aux travailleurs du secteur privé. En l'absence d'une solution allant dans le sens de ce que nous souhaitons, nous nous réservons donc le droit d'engager toutes les actions que la loi nous permet de mener. L'ONEP, en grève depuis bientôt 1 mois, semble avoir été contourné dans sa démarche par le gouvernement qui a fait venir de l'extérieur quelques barils de pétrole pour atténuer les effets de la pénurie de carburant durement ressentie à Libreville. Nous nous réjouissons de ce que le gouvernement soit allé importer du carburant ailleurs, mais il y a 2 problèmes. À un moment où le baril du pétrole s'effondre, et aujourd'hui sous les $50, le gouvernement prend le peu de ressources dont il dispose pour aller l'injecter dans une autre économie. Je ne sais pas si c'est vraiment intelligent. Nous allons voir aussi comment le gouvernement va contourner la chute du coût du baril.
Voilà, donc ce sont des fausses solutions. Le gouvernement doit être suffisamment courageux pour affronter les problèmes quand ils sont légitimement posés par les travailleurs. Sur le principe des négociations tripartites gouvernement, patronat et syndicats, la CONACICED, qui regroupe les syndicats du secteur éducation, pense qu'une très grande injonction du sommet de l'État peut plomber les résultats escomptés. Il faut laisser les partenaires discuter et que le président de la République ne devrait qu'entériner les résultats de cette concertation. Au lieu que le gouvernement se bat pour endiguer la pauvreté, le gouvernement, par les actes qu'il pose, montre qu'il entretient, il organise cette pauvreté qui ne se justifie pas. Malgré tout, les syndicats avancent l'hypothèse d'une nouvelle grève générale dans les jours à venir et dès lundi prochain, ils déposent un préavis de grève sur la table du gouvernement. Et en Somalie, Mogadiscio, la capitale, a accueilli ce samedi une réunion des ministres des Affaires étrangères d'Afrique de l'Est. Une rencontre sous haute sécurité qui a été consacrée au processus de paix dans le pays. La Somalie tente ainsi, avec le soutien des Nations Unies, de mettre un terme à la guérilla menée par les islamistes d'Al-Shabaab et les gangs criminels. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Aminata Mariko. Cap-Vert, 15 personnes demeuraient portées disparues vendredi soir après le naufrage la nuit précédente d'un ferry qui les transportait entre Praia, la capitale, et l'île de Fogo selon un nouveau bilan officiel faisant état d'un mort et 10 rescapés. Ce bilan a été communiqué par une radio publique capverdienne. Au Burkina Faso, le ministre des Infrastructures, accusé par la presse d'être un ancien détenu et un faussaire, a présenté sa démission jeudi au Premier ministre Isaac Zida, une démission acceptée par le gouvernement. Depuis sa nomination, M. Diengimde a été accusé par les manifestants d'être un ancien détenu et un faussaire. Il est le deuxième ministre du gouvernement de la transition à démissionner face à la contestation. Des individus armés ont attaqué vers 3h GMT la gendarmerie de Grabo pour tenter de prendre des armes. Ces assaillants ont été repoussés par une contre-offensive des forces ivoiriennes. En Guinée, les élèves en vacances depuis 6 mois reprendront bientôt le chemin de l'école. C'est du moins l'information donnée vendredi par le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Ibrahima Kourouma. C'était au cours d'un point de presse qui a suivi l'inauguration par le président Alpha Condé du nouveau siège de son département. Enfin, en Sierra Leone, le nouveau chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé ont estimé en Sierra Leone que le pays avait désormais les moyens de juguler l'épidémie. Par ailleurs, le chef du Centre national de lutte contre Ebola en Sierra Leone a salué le succès de la province de PG1, devenue jeudi la première du pays à n'avoir plus enregistré de nouveaux cas depuis 42 jours, soit 2 fois la durée d'incubation du virus. Direction le Sénégal pour poursuivre le réseau ouest-africain de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme. Wanetam vient de clôturer 2 jours de réunion stratégique à Dakar par une conférence de presse. Et cette rencontre a permis de tirer le bilan des activités du réseau sur la période 2009 à 2014 et également de décliner ses priorités pour la deuxième phase. Des explications dans ce reportage de Mamadou Dieye, Mbandambay Antoumar. Ce face-à-face avec la presse marque la fin des travaux qui auront duré 2 jours. Le réseau ouest-africain pour la lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme boucle ainsi en ce début 2015 la première phase de son plan d'action. Ce réseau est particulier parce qu'il regroupe des pays anglophones, des pays francophones, mais également des pays lusophones.
Et sa mission est de voir comment on peut renforcer les capacités des chercheurs pour vraiment travailler ensemble. Nous voulions justement nous préparer en faisant un peu la revue de tout ce que nous avons fait, nos forces et nos faiblesses, mais en définissant une stratégie pour mieux nous préparer justement pour la compétition pour la phase 2, qui sera une phase très compétitive, mais pour laquelle nous avons déjà accumulé une expérience de 5 ans. 14 institutions partenaires, 7 pays membres, 400 personnes formées, des infrastructures de recherche renforcées. C'est le ONETAM en chiffres durant cette première phase, au grand bénéfice des populations. Il est évident que les retombées sur les populations, c'est quelque chose qu'il faut envisager à long terme. Donc il est encore tôt pour vraiment mesurer tout ça. Néanmoins, il y a déjà un certain nombre de résultats. En fait, le collègue du Nigeria vient de parler de la réduction du temps de traitement de la tuberculose, mais on pourrait aussi parler de la simplification, par exemple, du traitement du VIH, où les différentes molécules sont maintenant regroupées en une, ou l'essai de nouvelles combinaisons pour le traitement du palu, ou l'essai de nouvelles molécules candidates, vaccins, que ce soit pour le VIH, que ce soit pour le paludisme. Donc en fait, véritablement, toutes ces recherches-là, elles ont un effet à terme sur le bénéfice des populations. Renforcer les acquis et s'ouvrir de nouvelles perspectives, 2 volets qui marqueront ONETAM 2 pour les 10 prochaines années. Phase durant laquelle il sera beaucoup question de renforcer le partenariat public-privé. Après une semaine de célébration, le Maouloud 2015 a pris fin ce samedi. Djibrila Maïga et Daouda Doumbia reviennent ici sur cette nuit de prière et de prêche. Et voici donc leur reportage. Même décor, même public, même ambiance. Comme à la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il y a une semaine, celle du baptême s'est déroulée dans la même ambiance dans la nuit du vendredi à samedi. Les mosquées, les espaces publics ou encore les stades ont reçu la visite de milliers de fidèles musulmans, nationaux et internationaux. Une note de satisfaction pour avoir participé à cet événement qui revêt une signification profonde. On se retrouve pendant une semaine, on fait des échanges d'idées. Bon, c'est le développement de l'islam qui est là. Donc c'est un grand joie pour nous. Et nous remercions tous les représentants de différents pays. Plusieurs leaders religieux érigent le Maouloud en festival pour lui donner un ancrage populaire. C'est le cas de Cheikh Soufi Bilal qui revient ici sur l'esprit de l'édition 2015. Nous avons placé le Maouloud de cette année sous le signe place au rôle du musulman dans la stabilisation et dans la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, vu aujourd'hui la situation du Mali qui traverse notre cher Mali, et nous voulons quand même inciter les musulmans à conjuguer davantage les efforts pour quand même évoluer vers une paix durable et la cohabitation, quelles qu'en soient les appartenances confessionnelles. Donc évoluer vers la paix, vers l'union des cœurs et d'esprit. Situation d'Ebola oblige, tous les accès des lieux de prêche étaient équipés de dispositifs de lavage de mains. Tous ont formulé un vœu d'un Mali sans Ebola. Cette célébration s'est terminée par des prières. Vivement le Maouloud 2016. Et du sport pour refermer cette édition. La Fédération malienne de football a organisé ce samedi son assemblée générale ordinaire annuelle. Et au cours des travaux, des incidents se sont produits. Du coup, l'assemblée générale s'est divisée en deux. Des détails dans ce reportage de Yacouba Donsoko et Malik Mbaye. Annoncée comme électrique, cette 43e assemblée générale de la Fédération malienne de football l'a été. Il s'agit pour l'instance dirigeante du football malien de faire à mi-parcours son bilan. C'est un président de la FEMAFOOT serein qui s'est adressé à l'Assemblée. Les résultats enregistrés par nos différentes sélections nationales ont été à la hauteur des attentes, puisque toutes qualifiées aux phases finales de compétition africaine de leur catégorie. Traditionnellement, les assemblées générales de la FEMAFOOT se tiennent sous une forte tension. À cet effet, des conseils ont été promulgués pour désamorcer la bombe. Nous devons être grands.
Donc oublions ce qui est passé, réconcilions-nous, faisons l'union sacrée et battons-nous pour le triomphe des idéaux du sport et des idéaux de notre pays. Nous sommes un pays de paix. On croyait les travaux bien entamés jusqu'à ce qu'une grande partie des délégués à l'Assemblée générale quitte la salle pour motif que deux de leurs, à savoir le président de la commission finance de la FEMAFOOT, Yeli Sissogo, et le délégué du Djoliba Athletic Club, Bassal Foussila, ont été exclus injustement de la salle par le président de la FEMAFOOT, Boubacar Babadiara. Il ne saurait nous imposer aucune dictature ici. Pourquoi il fuit devant les faits? Au lieu de voir des choses, il n'a qu'à se défendre. Ça, c'est parce qu'il a peur à ce qu'on dévoile tout ce qu'il est en train de cacher. Empêchés de retourner dans la salle dans un second temps, ces délégués se réclamant majoritaires regagnent une nouvelle salle pour tenir une autre assemblée générale sous les yeux vigilants des huissiers de justice. À l'issue des travaux, plusieurs décisions sont prises, dont la saisie de la FIFA, l'arrêt des matchs du championnat national de Ligue 1 à partir de la 7e journée. Si on reste en l'état, le championnat ne peut pas se poursuivre. Quand il y a une telle dérive, la fédération s'est comportée de façon irresponsable. De l'autre côté, c'est la satisfaction. Nous avons fait une bonne assemblée générale, il y a eu des recommandations, il y a eu des décisions prises et nous allons commencer, déjà la saison est commencée, nous allons faire la continuité, c'est tout. On peut sans nul doute confirmer qu'une nouvelle crise vient de naître dans le football malien, surtout à une semaine du coup d'envoi de la 30e édition de la CAN en Guinée équatoriale. Une situation qui pourra certainement se transporter chez les Aigles à Malabo. Affaire donc à suivre. Vivement un dénouement rapide de cette crise. Et voilà qui referme cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.